Merci beaucoup de l'invitation. Ce sont toujours des échanges extrêmement enrichissants. Et votre projet de campus d'Omar est très très intéressant parce qu'il me rappelle l'aventure que l'Université de Nantes a essayé de développer à partir de 1990 et qui a pris la forme. Nous, on a un institut universitaire, Mer et Littoral, qui regroupe tous les laboratoires de recherche de l'université, des écoles d'ingénieurs, des institutions de recherche, autour des thématiques maritimes et océaniques. Alors, je ne sais pas si je peux vous donner des idées, c'est un peu ambitieux. Je ne vais pas non plus tout à fait vous raconter ma vie, mais presque. Je vais essayer de vous présenter un peu mon passé, ce que j'ai fait sur le droit du travail maritime depuis 1983, et avec des collègues juristes et non juristes. Et puis, grâce à Olga Fotinopoulou-Bazurko, je vous présenterai mon avenir des 5 prochaines années, parce qu'il se trouve que les échanges que nous avons depuis un certain temps avec Olga, que c'est elle qui m'a convaincu d'essayer de présenter un projet Humancy au Conseil européen de la recherche. Bon, et j'ai eu la chance au mois d'août de 2013 que mon projet soit retenu. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler pendant 5 ans. Et en février 2019, je prendrai mes jubilationes, enfin, ma retraite. Donc c'est un peu les 2 volets. Alors, au départ, je suis spécialiste de droit social. Je fais ma thèse sur la santé et la sécurité au travail, sur la surveillance médicale des salariés. Et j'ai la chance d'être recruté à Nantes par le professeur Alain Supiot, qui est un grand spécialiste français de droit social, et de travailler à Nantes. Je n'ai pas réussi à quitter Nantes. Alain Supiot m'a interdit de partir de Nantes, mais travailler avec Alain a toujours été un grand bonheur. Donc j'ai eu la chance de participer à une équipe de droit social avec des historiens, avec des collègues juristes, des sociologues, des économistes. Ça a été... J'ai un pied de droit social. Mon deuxième pied est maritime, parce que il y avait à la faculté de droit de Nantes un historien du droit maritime et un spécialiste de droit maritime commercial, Yves Tassel, et après un spécialiste de droit de la mer, Jean-Pierre Beurier. Et mes collègues du Centre de droit maritime et océanique m'ont dit « il nous faut un cours sur les marins ». Ma réponse a été « je n'y connais rien ». Leur réponse a été « tu n'as qu'à apprendre ». Et donc j'ai appris. C'était en 1983. Donc depuis, évidemment, il paraît que j'ai un peu appris. C'est Olga qui dit ça, je ne suis pas sûr. Donc, les questions maritimes, et j'y reviendrai sur le projet Humancy,
moi, je les aborde à partir de ce que je connais, ma génétique, c'est-à-dire que je les aborde à partir du travail et des statuts des travailleurs. Bon, j'ai été construit comme ça. Je crois que dans la salle, d'autres gens ont un peu cette spécialité-là. Mais ça peut aussi permettre, je vais essayer de l'expliquer, d'aborder des thèmes extrêmement variés. Donc, je suis parti du droit social des gens de mer, avec bien évidemment un premier niveau qui est un niveau national, faire l'étude des évolutions législatives, jurisprudentielles du droit français, avec des racines historiques très anciennes, mais en même temps des évolutions, une modernisation tout à fait considérable, un régime de sécurité sociale particulier, et puis toute une série de questions permanentes. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le travail des marins? Qu'est-ce qu'il y a de questions juridiques générales? Et comment la frontière entre le droit général et le droit maritime spécifique, comment est-ce que cette frontière se déplace hier, aujourd'hui, demain? Et ce qui est très intéressant pour moi dans ces questions maritimes, c'est que ce secteur est tout petit et particulier, et on ne peut pas s'y enfermer. On est toujours en train de faire une comparaison entre les évolutions terrestres générales et les spécificités maritimes. Et j'ai trouvé passionnant les questions concernant la pêche, avec des particularités, la rémunération à la part de pêche qui remonte au Moyen-Âge, mais qui est un système de rémunération extrêmement moderne, d'intéressement aux résultats de l'entreprise, que l'on voit dans les activités commerciales, que l'on voit avec les primes des managers boursiers. Pour qu'ils fassent des bêtises en jouant à la bourse, il faut qu'ils aient des primes fantastiques, et ça marche. Bon. Et puis l'autre volet, c'est évidemment la mondialisation, le caractère absolument international de la marine marchande, à travers la liberté d'immatriculation des navires, et donc une mise en concurrence de toutes les législations nationales dans une activité qui est devenue une activité complètement mondiale autour des années 1960-1970. Et donc des questions que l'on va retrouver en droit terrestre, par exemple les questions de détachement des salariés sur le marché européen, sont exactement de même nature, mais juridiquement différentes. Mais ce sont des questions de même nature sur le changement de pavillon du navire. Ici, vous êtes trop cher, ici, il y a trop de contrôle administratif, je vais immatriculer mon navire ailleurs. Ce qui pose évidemment plein de difficultés. Alors, le droit français, le droit national, évidemment a été pris dans la construction du droit européen, et avec deux aspects. Le premier aspect d'abord d'ouverture dans le marché européen, c'est-à-dire le principe d'égalité de traitement des ressortissants européens, de non-discrimination. Et donc,
tous les cadres, enfin le cadre professionnel maritime français a éclaté, puisque à bord d'un navire français, nous pouvons avoir des officiers britanniques, des marins espagnols, des officiers allemands, etc. Et avec ensuite des questions tout à fait particulières, par exemple liées aux prérogatives juridiques des capitaines de navires. Si un officier marine marchande autrichien commande un navire français, il lui faut un brevet équivalent au brevet français, reconnaissance mutuelle des diplômes. Il faut également qu'il ait un minimum de connaissance du droit français, de manière à pouvoir faire des rapports de mer, des rapports d'activité au pouvoir public. Et il faut qu'il maîtrise un minimum la langue française, car le procureur de la République ne lit pas forcément l'anglais. Donc des questions juridiques, des questions linguistiques, des questions de brevets, de diplômes, sur cette ouverture européenne. Avec bien évidemment aussi le développement du droit social européen substantiel, toute une série de directives ou de règlements européens. Et quand on visite un peu ces textes, on découvre que certaines directives sociales sont absolument générales et s'appliquent aux activités maritimes en matière de santé, sécurité, les directives sur le bruit, les directives vibrations, qui ont évidemment des conséquences importantes sur les navires. Mais un certain nombre de directives sur les licenciements collectifs économiques. Par contre, d'autres directives générales excluent ou la marine marchande ou la pêche. Et avec parfois une question, pourquoi cette exclusion et est-ce qu'elle est justifiée? La Commission a fait une étude il y a quelques années et a fait des propositions, mais pour l'instant il ne se passe rien. Tant que nous gardons M. Barroso, nous savons qu'il ne se passera rien. Et donc il est clair qu'il y a des exclusions justifiées sur le détachement et qu'il y a des exclusions qui n'ont pas d'intérêt. Et puis troisième figure, il y a des directives où les États membres sont autorisés à exclure le secteur maritime, mais éventuellement ne l'ont pas fait. Et l'on a plusieurs directives où entre 10 et 15 législations nationales appliquent ce texte aux gens de mer quand la directive permet de ne pas le faire. Donc des situations très variées et un véritable problème derrière d'explication et d'évaluation. Et ce volet, au fond, du droit social européen substantiel, appliqué aux activités maritimes, est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il va évoluer? Peut-être, peut-être pas, mais il est en lui-même assez compliqué et donc extrêmement intéressant à analyser. Alors évidemment, les questions de travail maritime doivent aussi être liées aux questions de sécurité de la navigation, doivent être liées aussi aux questions de protection de l'environnement marin,
on ne peut pas traiter une de ces facettes, le travail maritime, en ignorant absolument les questions de sécurité de la navigation et les questions de protection de l'environnement marin. Juste deux noms de navires pétroliers, Erika, Prestige, et vous avez le paquet 1, le paquet 2, le paquet 3 de sécurité maritime qui s'intéresse à l'immatriculation des navires, le rôle des États du pavillon, le contrôle des navires par l'État du port, etc., etc., les responsabilités en cas de pollution par hydrocarbures, et le paquet 3 qui a essayé, au fond, de redessiner une grande partie du droit maritime, notamment en matière de limitation de responsabilité. Alors là, il y a évidemment des ouvertures vers le droit maritime commercial, il y a des ouvertures sur les prérogatives de l'État du pavillon, de l'État côtier, de l'État du port, qui vont énormément intéresser les spécialistes de droit international public. Et si on veut arriver à tout comprendre, ou un peu, il faut travailler en équipe et avec en intradisciplinarité juridique. Plus aucun juriste ne peut couvrir l'ensemble du champ du droit des activités maritimes. C'est impossible. Ou alors, ce juriste deviendra fou. Et donc, il faut travailler avec plusieurs collègues qui ont eux-mêmes des spécialités différentes, de façon ensuite à ce que la réflexion de chacun soit enrichie. Et ça, à mon avis, c'est évidemment quelque chose de très très intéressant. Le troisième niveau est évidemment international, national, européen, ensuite les questions internationales, donc les conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'OMI, ou l'IMO si on préfère, donc un travail sur les conventions SOLAS, MARPOL, STCW sur les brevets maritimes, parce que notamment dans la convention SOLAS, il y a un code sur la sécurité maritime intégrée, le code ISM, et il y a le code sur la sûreté maritime et portuaire, le code ISPS, qui ont défini de nouvelles obligations pour les employeurs, mais défini de nouvelles fonctions à bord pour les officiers, le capitaine, le second capitaine, en matière de prévention de la sécurité ou en matière de prévention de la sûreté. Le texte, les deux codes dans la convention SOLAS, les deux codes disent « Aucune pression ne peut être faite sur le capitaine de navire mettant en cause la sécurité ou la sûreté ». C'est un conte de fées. C'est un texte admirable. C'est un texte inappliqué ou inapplicable. Il est évident que le capitaine est aux ordres de l'armateur, des services terrestres, des sociétés de routage et de la gestion financière et commerciale. Et il n'a pas de temps à perdre. Le capitaine du navire ne peut pas dire « je ne prends pas la mer ». On va immédiatement perdre de l'argent. Les pilotes de ligne aériens sont mieux protégés, peuvent refuser de décoller face à un danger particulier. Il ne faut pas qu'ils le fassent trop souvent. Mais les pilotes de ligne peuvent véritablement faire appliquer des consignes de sécurité ayant des conséquences commerciales
Et comme il n'y a pas de statut international du capitaine de navire, et qu'il y a la liberté d'immatriculation des navires, un capitaine qui prendrait des initiatives, immédiatement perd son emploi. Dans certaines grandes compagnies importantes, sérieuses, le capitaine peut le faire une fois, mais on lui dira il ne faut pas recommencer. En France, nous avons eu un suicide de capitaine de navire parce que, ayant pris une initiative, il a été soumis à une enquête, il a été suspendu de navigation et il l'a très très mal vécu. Les gens qui l'ont suspendu étaient des managers financiers n'ayant aucune connaissance du métier. Donc vous voyez là, j'en reparlerai, les questions de stress, de risques psychosociaux et de rapport entre les règles juridiques et les conditions réelles de travail. Alors évidemment, les conventions de l'Organisation internationale du travail, ILO, conventions anciennes qui ont fondé le port-et de contrôle, la convention du travail maritime de 2006, qui n'a aucun numéro parce qu'à Genève, on considère qu'elle est éternelle. Donc c'est MLC ou Convention du travail maritime, et puis la Convention 188, elle sur la pêche, avec toutes les questions d'élaboration depuis 2001, de contenu et de mise en œuvre. Je ne détaille pas, on peut y revenir. Olga est spécialiste également de ces questions-là. Sur les aspects aussi internationaux, il n'y a pas que les conventions internationales. Il y a des situations internationales, des yachts installés en Méditerranée, aux Antilles, à Anvers, qui sont immatriculés au Luxembourg, là où il y a un grand port, des plages, non, au Luxembourg, aux îles Vierges britanniques, à Guernesey, Saint-Vincent et Grenadines, les îles Tonga, et des yachts qui vont passer l'hiver à Anvers, à Cannes, peut-être à Barcelone, avec des contrats de travail internationaux, du personnel hôtelier essentiellement philippin, et puis deux questions classiques de droit international privé. En cas d'accident, en cas de rupture du contrat, quel est le juge compétent? Quelles sont les lois applicables à la relation de travail? Un contentieux national assez ancien que moi j'ai découvert vers 1990 en France, en Italie, avec mon collègue Sergio Maria Carbone de Gênes, en Grèce. Contentieux espagnol que je ne connais pas du tout, mais forcément il doit y en avoir. Olga, il y a forcément des affaires espagnoles. Et récemment, des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, des arrêts sur les chauffeurs routiers internationaux, l'arrêt Kölsch, des arrêts sur les marins, Vogertz, en matière d'affiliation de sécurité sociale, l'arrêt Baker. Et donc, maintenant, une jurisprudence européenne sur le rattachement des marins au port d'exploitation réelle du navire. La recherche d'un lien substantiel, la recherche d'un genuine link, prévu par la Convention de Montego Bay de 1982, et que la Cour de justice de l'Union européenne a développé, en continuité d'ailleurs avec, par exemple, la jurisprudence française ou italienne, et avec donc maintenant une question simple. Les raisonnements juridiques qui ont été développés dans le contentieux du yachting, ces raisonnements peuvent-ils être appliqués dans d'autres activités de transport maritime?
dans les activités de ligne régulière. Mais dans la gestion d'une ligne régulière, il y a deux bouts de la ligne régulière. Dans une activité, prenons Transmanche, vous pouvez avoir un port français d'exploitation et un port britannique. Mais est-ce que vous pouvez appliquer du droit chypriote dans l'exploitation d'une ligne régulière transmanche, alors que nous sommes dans un marché caractérisé par la liberté d'établissement des entreprises, donc la liberté d'immatriculation des navires et la liberté de circulation des travailleurs. Alors dans une activité de tramping, là je pense que cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer. On est probablement devant une vraie mobilité qui ne permet pas d'avoir des rattachements terrestres. En matière d'activité de pêche, nous avons du contentieux sur les navires franco-espagnols, entièrement espagnols, mais immatriculés à La Rochelle ou à Hendaye, et qui pêchent dans les quotas français de poissons. Pourquoi ? Très bien, c'est un marché européen, mais jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que le navire peut venir à La Rochelle simplement une fois par an pour la visite annuelle de contrôle technique ? Il y a un navire franco-espagnol qui vient d'être contrôlé par les Irlandais avec une amende parce qu'il y avait du petit merluchon, les mailles du filet étaient trop petites, et le capitaine du navire était à terre. Peut-on avoir un navire avec un capitaine qui n'est pas à bord ? Non, juridiquement, non. Donc voilà, il va y avoir toute une enquête, des questions intéressantes. Donc beaucoup là de diversité de situations. Alors, je vais juste évoquer quelques thèmes sur lesquels nous avons travaillé depuis longtemps avec des ouvrages de l'Observatoire des droits des marins ou des ouvrages liés au colloque de Bilbao organisé par Olga. Moi, j'ai été très pris à partir de 1990 dans le phénomène de la faillite des compagnies maritimes d'État de l'Empire soviétique. Chute du mur de Berlin et faillite des compagnies d'État très largement subventionnées. Donc tout le phénomène d'abandon des navires et d'abandon des marins. On s'est retrouvé à un moment donné avec 60 navires roumains complètement bloqués dans l'ensemble des ports mondiaux parce que la compagnie avait fait faillite. Personne ne voulait payer le gasoil, ni les billets d'avion, ni les salaires. Et avec des équipages qui sont restés, un équipage est resté à Nantes pendant 3 ans. Et donc toute la question des procédures sur les navires, procédures de saisie conservatoire, procédures de saisie-exécution de vente aux enchères, pour obtenir le paiement des salaires et le rapatriement des marins. Des questions que les spécialistes de droit du travail terrestre ne connaissent pas, des procédures que les spécialistes de droit maritime connaissent très bien, mais ils travaillent pour les armateurs ou pour les créanciers commerciaux. Et ils ont du mal à travailler gratuitement pour des marins qui ne sont pas payés. Situation compliquée. Et donc ça m'a conduit à travailler avec toutes les associations, tous les Seamen's Club qui accueillent les marins en escale, et évidemment à travailler sur ces questions de garantie du paiement des salaires. Comment imaginer une garantie internationale, mondiale, de paiement des salaires des marins et de rapatriement. Ce sera probablement en 2014 le premier amendement de la Convention du travail maritime MLC, puisqu'il y a une résolution de l'OMI adoptée après un groupe de travail
de l'OMI et de l'OIT pour améliorer justement la Convention de 2006 sur ces questions de garantie de paiement des salaires et de rapatriement. Alors ça nous a évidemment conduit à travailler sur toutes les questions de bien-être des gens de mer, bien-être des marins à bord, mais surtout la question des bien-être en escale, avec l'obligation pour les États du port de mettre en place, peut-être de financer, c'est une question, un réseau de Seamen's Club permettant aux marins, si c'est possible, de descendre à terre, mais souvent ça n'est pas possible, en tout cas d'avoir des visites à bord, de communiquer avec leur famille, par téléphone ou par Internet. Et puis, dans la Convention du travail maritime de 2006, la question de la possibilité pour le marin de déposer une plainte à terre si la plainte qu'il a déposée auprès du capitaine à bord et auprès de l'état du pavillon n'a eu aucune suite. Avec des grandes questions, est-ce que le marin qui déposera une plainte à terre dans un pays développé, démocratique, où il y a des syndicats et des administrations sérieuses, trouvera ensuite un nouvel embarquement ou sera blacklisté? C'est une question déjà est-ce que l'on peut faire un recours contre son employeur à terre dans une situation de chômage massif? C'est déjà une bonne question, mais alors dans le milieu maritime, la question est la même, mais peut-être un peu plus compliquée. Évidemment, toutes les questions liées aux conditions de travail à bord. Je parlais tout à l'heure du code ISM, du code ISPS, également toutes les questions de logbook et de contrôle des pêches. À bord, le travail administratif, le travail bureaucratique s'est considérablement développé. Et les équipages ont cependant été diminués. Donc il n'y a plus de période de repos, sauf peut-être quelques traversées transocéaniques au milieu de l'océan Atlantique ou au milieu du Pacifique. Mais dès lors que le navire de pêche rentre au port, il doit remplir le logbook. Il est sous surveillance satellitaire permanente. Et donc, le travail des marins est devenu de plus en plus intensif, avec des problèmes d'absence de veille visuelle à la passerelle. Le marin qui ramène au port le navire de pêche éventuellement s'endort et rate l'entrée du port. Il y a toute une série d'enquêtes et de naufrages liés à la fatigue, manifestement. Les questions, évidemment, de stress. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, les questions qui nous arrivent en Espagne, en Galice, comme en France, c'est la protection de la ressource halieutique et les nouvelles mesures de la politique commune des pêches sur l'interdiction des rejets en vue de la protection des juvéniles. Et donc, il y a une expérience qui est faite dans le Skagerrak entre le Danemark, la Suède et la Norvège, avec un système de vidéosurveillance à bord du navire de pêche, contrôle par caméra, pour être sûr qu'il trie tout le poisson, qu'il n'en rejette pas un peu en douce derrière la caméra, et que cette interdiction des rejets soit respectée, et que automatiquement on améliore les engins de pêche pour protéger la ressource. Est-ce que cela pose des problèmes de respect de la vie privée? Est-ce que cela pose des problèmes de changement du travail à bord alors que les navires de pêche ont 30 ans d'âge? Donc des problèmes de fatigue et de sécurité? Oui, oui. Donc comment est-ce que juridiquement et après sur le plan, je dirais, ergonomique, les choses vont-elles évoluer? La pêche rentre dans le monde moderne de la cybersurveillance
avec des images qui seront sur Facebook. Oh, regardez, ils ont rejeté des vieilles chaussures et du petit merluchon. Et immédiatement, il y aura une enquête, des amendes, etc. C'est un film d'horreur, évidemment, pour la profession. Mais peut-être c'est l'avenir, je ne sais pas, on verra. Alors, bien évidemment, derrière toute une série de questions qui ne sont pas complètement juridiques, mais qui intéressent beaucoup quand même, je trouve, les juristes, les questions de brevets, les questions de formation, les questions de carrière, soit de carrière courte avec une usure physique à la pêche, soit de carrière courte à la marine marchande, parce que on peut accepter de ne pas voir marcher le premier enfant, c'est acceptable dans la vie familiale. Mais ne pas voir marcher le deuxième enfant, c'est intolérable. Et le divorce est en jeu si le marin ou la femme marin qui navigue n'est pas présente avec une conciliation suffisante entre la vie de travail et la vie professionnelle. Et donc on a de plus en plus de gens qui naviguent 5 ans, qui naviguent 10 ans, qui naviguent 15 ans, et qui ensuite ont des aventures de reconversion professionnelle pour utiliser leurs compétences professionnelles, pour utiliser leurs compétences nautiques, mais dans une activité à terre. Ce sont des gens, officiers marine marchande par exemple, qui à la fois ont des connaissances techniques très développées et qui ont aussi une connaissance de la gestion de systèmes complexes avec des équipes, et que l'on peut ensuite retrouver dans des activités industrielles, évidemment dans des activités d'experts, etc. S'il n'y a plus de marins européens, un jour, nous aurons dans les ports des pilotes philippins, des experts judiciaires malgaches en France, par exemple. C'est-à-dire que c'est toute la compétence de l'activité en mer qui serait perdue par les pays européens s'il n'y avait plus d'écoles marines marchandes et de navigants dans nos pays européens. Et tous les clusters maritimes, toute la filière professionnelle a besoin à terre de l'utilisation de ces compétences maritimes. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles la Commission a travaillé. J'ai fait partie d'une task force à Bruxelles il y a 2 ou 3 ans, avec des comparaisons, avec des réflexions sur ces questions-là. Ensuite, quelles mesures européennes? Aucune. La question est importante. Il faudrait rapprocher les systèmes de formation, mais il y a STCW, et quant à prendre des mesures, ah non, il ne faut pas ennuyer les armateurs. Ils pourraient s'immatriculer aux Bahamas et utiliser des officiers coréens. Donc on ne va pas leur demander grand-chose. Bien évidemment, les questions relatives aux femmes dans les activités maritimes. Ma collègue Gwenaëlle Proutière-Mollion a eu un programme de travail FEMAR sur la place des femmes dans les activités de pêche, d'aquaculture, mais également de marine marchande. Donc derrière, les questions de maternité, les questions de harcèlement à bord, sur lesquelles Olga a aussi travaillé. Les questions qui sont moins présentes maintenant, mais qui étaient importantes dans les années 1990, les questions de passagers clandestins. Le prérogative du capitaine sort des passagers clandestins. Évidemment, cela ouvre beaucoup vers les questions aujourd'hui d'immigration et de rôle de l'agence Frontex. Des questions qui sont moins des questions sociales, mais qui sont moins des questions de travail, sur le détroit de Gibraltar, du côté de Lampedusa, ou il y a quelques années vers les Canaries, moins en ce moment.
des questions liées à la circulation terrestre des marins. Le marin, à un moment donné, va prendre un avion et circuler pour arriver au port, pour embarquer. Et le marin qui a terminé son embarquement va aller à l'aéroport le plus proche, par le train, pour rentrer chez lui. Et automatiquement, vous avez toute une série de questions posées par le Code européen Schengen sur les visas, sur la porte d'entrée dans l'espace Schengen qui doit être la porte de sortie. Si le marin a embarqué à Rotterdam, est-ce qu'il peut reprendre l'avion à Marseille? Oui, mais non. À Marseille, non. Donc il faut que de Marseille, il reprenne le train pour Rotterdam. Parfois, oui, extrêmement compliqué. Alors, avec des questions identiques, pour les marins non européens, pakistanais, philippins, malgaches, qui sont liés à un transit dans l'espace européen ou dans l'espace Schengen. Donc des questions derrière de pièces d'identité des gens de mer, la Convention 185 de l'Organisation internationale du travail. À la suite des attentats de New York, l'OIT a adopté une convention 185 avec, en principe, des pièces d'identité des gens de mer qui devraient comporter des données biométriques. Mais la mise en œuvre de cette convention est assez complexe et la possibilité de lire des pièces d'identité avec des données biométriques dans les ports est aussi extrêmement compliquée. Donc, évidemment, juste un mot sur les questions de piraterie qui se sont développées depuis 1995 dans la Corne de l'Afrique et maintenant le golfe de Guinée. Monsieur Cameron a dit la piraterie c'est du terrorisme, il ne faut pas verser de rançon, donc il faut abandonner les marins prisonniers des pirates somaliens. C'est une grande question. Les obligations de l'armateur de racheter les marins faits prisonniers quelque part, au risque évidemment de développer l'économie financière de la rançon. Comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Bon, ce sont des questions très discrètes avec les PNI, avec les assureurs, des questions très compliquées, mais aussi intéressantes. Alors, pour ne pas être trop long, est-ce qu'il est possible de projeter le schéma que je vous ai envoyé? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde verrait le chantier. Alors, il y a 3 ou 4 ans, j'ai commencé à travailler sur des questions d'accidents et de responsabilité, évidemment, et des questions de statut des travailleurs intervenant sur des plateformes gazières et pétrolières, sur les plateaux continentaux, en mer du Nord ou dans le golfe de Guinée, avec des questions de plongeurs freelance, travailleurs indépendants, ayant un contrat avec une société vide aux îles Vierges britanniques et intervenant régulièrement au large du Cameroun pour une société avec évidemment toute une série de contrats de sous-traitance et des questions de protection sociale, des questions de droit du travail, etc. Et en développant ces travaux, je me suis dit qu'il fallait de plus en plus s'intéresser aux nouvelles activités qui vont se développer en mer et que
les plateformes gazières et pétrolières sont un bon exemple. Il y aura des éoliennes, il y aura des hydroliennes. On travaille sur des drones, une catastrophe pour moi. Des navires sans équipage télécommandés de la Terre. Des navires sans marins, ça doit être interdit absolument. C'est-à-dire que l'évolution technique va permettre de continuer, d'accélérer le développement d'activités économiques en mer, avec des établissements qui ne sont pas des navires, avec des travailleurs qui ne sont pas des marins. Déjà, dans la Convention du travail maritime, on voit apparaître une approche très globale sur toutes les personnes qui travaillent sur les navires, notamment sur les paquebots, même si on a affaire à des travailleurs indépendants. Ils rentrent dans la définition, en français, des gens de mer, des seafarers. D'où l'idée d'un programme de travail sur les nouveaux objets, les nouvelles activités. L'autre aspect, c'est que le développement technique permet déjà une surveillance des espaces marins de plus en plus importante. Nous n'en sommes plus aux phares et aux sémaphores, mais nous n'en sommes plus simplement au radar. Nous en sommes évidemment au positionnement satellitaire des navires. Il y a en France une entreprise qui travaille sur des projets de zeppelins, de ballons gonflables, que l'on pourrait mettre à 50 000 marins des côtes, à 100 000 marins des côtes, de façon à surveiller l'ensemble de la zone économique exclusive et éviter l'ensemble des trafics illicites de drogue, d'êtres humains, et avec évidemment aussi une surveillance des pollutions et des questions juridiques sur les preuves par photographie ou par détection satellitaire des pollutions marines par des navires ou par d'autres engins. Et donc, tout ce développement technique va induire des coopérations entre les États côtiers. Et au fond, on pose la question de est-ce que nous ne sommes pas en train de voir apparaître une modification de la nature juridique de la zone économique exclusive, qui va se rapprocher peut-être dans 20 ans des eaux territoriales. Et donc la haute mer ne serait qu'au-delà des 200 000. Enfin, c'est une grande question de discussion des spécialistes de droit international, mais sur lequel il faut qu'on travaille. J'ai aussi été extrêmement frappé après le naufrage du Costa Concordia en Italie par les questions des journalistes qui sont venus me voir en disant « Vous êtes un spécialiste reconnu, comment est-ce qu'on gère les équipages de ces immenses paquebots ?» Et j'ai répondu « J'en sais rien. Enfin, je sais des petites choses que j'ai lues dans la presse, mais la documentation disponible sur les contrats, sur les sous-traitances, sur les conditions de vie des personnels des grands paquebots, cette documentation est extrêmement faible. Là où les personnels des grands paquebots habitent, les caméras sont absolument interdites. Évidemment, la liberté syndicale, on pourrait en discuter. Et donc, comment vont vieillir ces paquebots ? On sait qu'un des problèmes sur les grands paquebots qui vieillissent, c'est le problème du traitement de l'eau potable. Et nous avons eu et nous aurons des épidémies des passagers, des dysenteries extrêmement importantes. Parce que plus le paquebot vieillit, plus il faut rajouter de chlore. Et ce n'est pas très bon pour la santé. Mais sur les conditions de travail des équipages, moi je ne
peut rien expliquer de précis, de sérieux. Ça suppose évidemment de travailler avec les professionnels. Et donc là, j'ai un programme de 5 ans. Où j'ai 3 années à peu près précises, des années sectorielles sur la marine marchande, sur les plateformes, sur les trafics illicites, où je sais où je vais. Et puis j'ai des work packages 4 and 5, où je ne sais pas où je vais, mais c'est ça qui est intéressant. Le work package 4, c'est ce que j'appelle mon année Jules Verne. Il s'agit de travailler avec des architectes navals pour savoir ce qu'ils ont dans leur carton à dessin, ce qui est technologiquement possible, mais pour l'instant, personne ne finance. Mais dans 20 ans, avec des navires océanographiques extrêmement particuliers, comme l'Observer, avec des villages flottants, on dit pour les populations dont les îles vont être inondées par la mer, mais si ces populations ne peuvent pas payer, ce sera peut-être des villages flottants pour des touristes. Est-ce que ce sont des navires? Un certain nombre d'autres possibilités techniques. Bon, l'idée folle, c'est est-ce qu'on peut se demander quel problème juridique ça va poser? Et puis, la 5e année, vous voyez, c'est refaire le droit maritime et le droit de la mer. Il faut avoir des projets ambitieux, pas sérieux. Mon 5e expert, que je ne connais pas, est tout à fait d'accord avec moi. C'est un projet passionnant qui n'est pas faisable en 5 ans. Mais mon problème, c'est que les 4 autres experts ne sont pas d'accord. Donc j'ai un financement et maintenant je n'ai plus qu'à faire le travail pendant 5 ans. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un projet qui est infaisable par moi-même, tout seul. C'est forcément du travail collectif avec des juristes, des réseaux internationaux, des coopérations avec les professionnels, les entreprises, et un travail interdisciplinaire avec des écoles d'ingénieurs, avec des économistes, des géographes, etc., avec des technologues. Juste pour terminer, quand j'ai terminé ma thèse, en 1981, mon projet était d'être rémunéré pour continuer à apprendre. Donc j'ai été obligé d'enseigner. Mais avec ce projet-là, je suis rémunéré pour continuer à apprendre, et c'est véritablement pour moi le bonheur absolu. Merci.